Chaque matin, des millions de personnes à travers le monde commencent leur journée par le même rituel. Un peu de dentifrice, une brosse à dents et quelques minutes devant le miroir. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a derrière ce petit tube? Comment est vraiment fabriqué le dentifrice Colgate, l'une des marques les plus reconnues de la planète? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous surprendre. De tonnes de roches transformées en une crème lisse, jusqu'à un processus industriel qui mélange précision chimique et vitesse robotique, la production de dentifrice est bien plus complexe et fascinante que vous ne l'imaginez. Quel rôle joue l'eau extraite de puits souterrains? Comment garantit-on que chaque tube contienne la quantité parfaite de pâte? Et comment font-ils pour que les rayures colorées ne se mélangent pas? Dans cette vidéo, nous allons pénétrer au plus profond de l'usine Colgate, pour suivre le voyage complet d'un produit que nous tenons pour acquis, mais qui est le fruit de siècles d'innovation, de science et de design industriel. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque étape cache un détail surprenant sur la fabrication du dentifrice Colgate que vous n'imaginez probablement pas. L'histoire de Colgate commence en 1806, à New York, lorsque William Colgate, un immigrant britannique, fonda une petite entreprise dédiée à la fabrication de savon et de bougies. Personne n'imaginait que cette modeste affaire deviendrait l'une des marques les plus iconiques au monde dans le domaine de l'hygiène bucco-dentaire. Pendant des décennies, l'entreprise élargit son catalogue, mais ce n'est qu'en 1873 qu'elle introduisit son premier dentifrice, un produit révolutionnaire pour l'époque. Contrairement au mélange maison que beaucoup utilisaient alors, ce dentifrice était formulé scientifiquement pour nettoyer les dents et rafraîchir la laine. Initialement vendu dans des pots en verre, tout changea en 1896, lorsque Colgate lança pour la première fois le dentifrice en tube, une innovation qui transforma l'hygiène personnelle pour toujours. L'accent constant de Colgate sur la recherche scientifique l'a positionnée comme pionnière dans le développement de dentifrices au fluor, qui depuis le milieu du XXe siècle sont devenus un outil essentiel dans la lutte contre les caries. Au fil du temps, Colgate s'est étendu sur toute la planète. Aujourd'hui, ces produits sont présents dans plus de 200 pays et sont utilisés par plus de 2 milliards de personnes. La marque ne représente pas seulement la propreté, mais aussi la confiance, la santé et la technologie. Cet héritage de plus de 2 siècles ne reflète pas seulement une évolution des produits, mais aussi des valeurs. De la durabilité dans ces usines à l'investissement dans l'éducation sur la santé bucco-dentaire dans les communautés défavorisées. Avant de découvrir comment le dentifrice est fabriqué étape par étape, il vaut la peine de comprendre que derrière chaque tube se cache une histoire d'innovation constante, de décisions stratégiques et d'une obsession pour la perfection. Le dentifrice peut sembler être une simple crème, mais c'est en réalité un mélange complexe de science, de minéraux et de précision millimétrique. Et oui, l'un de ces ingrédients les plus fondamentaux provient d'un endroit insoupçonné, la roche. Tout commence avec des abrasifs minéraux comme la silice hydratée et le carbonate de calcium, qui sont extraits de la terre sous forme de pierre. Ces roches sont traitées et pulvérisées jusqu'à devenir une poudre fine qui, bien qu'invisible à l'œil nu, remplit une fonction essentielle. Nettoyer les dents mécaniquement en les frottant pendant le brossage. Mais la silice et le calcium ne sont pas les seuls composants. On utilise également des humectants comme le sorbitol et la glycérine, qui aident à maintenir la pâte humide et avec une texture crémeuse. Pour donner du corps et éviter que les ingrédients ne se séparent, on incorpore des épaississants comme la gomme xanthane ou le carbopol. Ensuite viennent les tensioactifs, comme le laurylsulfate de sodium, responsable de cette mousse caractéristique qui aide à distribuer les ingrédients dans toute la bouche. Bien que cela semble chimique, son but est purement fonctionnel. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le fluor, l'ingrédient actif le plus important. Ce minéral, présent sous forme de fluorure de sodium ou de monofluorophosphate, renforce l'émail dentaire et prévient la formation de caries, transformant le dentifrice en un véritable bouclier protecteur. Au mélange, on ajoute des arômes, généralement du menthol ou de la menthe, pour procurer cette sensation de fraîcheur que nous reconnaissons tous. On y inclut également des colorants, des conservateurs, et dans certaines formules, des ingrédients naturels comme des huiles essentielles ou des extraits de plantes. Au total, un tube de dentifrice peut contenir plus de 20 ingrédients différents, tous soigneusement mesurés et mélangés avec une précision exacte, car dans le monde Colgate, chaque gramme compte. Avant de continuer à explorer comment sont réalisées les fameuses rayures et comment chaque tube est scellé avec une précision millimétrique, le processus vous a-t-il déjà surpris jusqu'à présent? Si vous aimez découvrir les coulisses de quelque chose que vous utilisez tous les jours, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi vous ne manquerez pas plus de contenu qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Maintenant, continuons avec la partie la plus fascinante du processus. À ce stade du processus, les ingrédients sont déjà dosés et prêts à être transformés en cette texture crémeuse que nous reconnaissons tous comme du dentifrice. Cette étape est cruciale.
C'est ici que la science et l'ingénierie se rencontrent pour créer un mélange parfaitement homogène. Tout commence dans des cuves gigantesques en acier inoxydable, certifiées selon des normes médicales. Ces cuves sont équipées de systèmes avancés d'agitation, de chauffage et de refroidissement. À l'intérieur, d'énormes pales métalliques tournent à différentes vitesses, selon la viscosité de la formule. La base, composée d'humectants comme le sorbitol et d'agents épaississants comme la gomme xanthane, est mélangée d'abord avec de l'eau purifiée. Ensuite, on ajoute les abrasifs, comme la silice hydratée, qui donne à la pâte son pouvoir nettoyant. On intègre également les agents moussants, les conservateurs, les régulateurs de pH et les composés actifs comme le fluor. Tout est ajouté dans un ordre précis et à des températures contrôlées. La chaleur est appliquée avec de la vapeur et le refroidissement est réalisé avec de l'eau à 7 degrés Celsius, circulant par des serpentins. L'objectif n'est pas de cuire, mais de permettre une intégration moléculaire stable. Pendant ce mélange, les opérateurs surveillent chaque paramètre en temps réel via une console numérique. Si le mélange n'atteint pas la densité idéale, le système s'ajuste automatiquement. Une fois la texture souhaitée atteinte, semblable à un glaçage dense et brillant, on incorpore le gel homogénéisateur. Cet ingrédient permet à tous les composants de rester parfaitement distribués et donne à la pâte cette consistance ferme, mais douce au toucher. Ce qui est surprenant, c'est que ce processus, qui peut déplacer jusqu'à 5 tonnes de mélange en quelques minutes, est complètement automatisé et hermétique. Aucune étape n'est laissée au hasard. L'objectif, créer une base parfaite, sans grumeaux ni imperfections. Prête à passer au niveau suivant de raffinement et de qualité. Le mélange de base du dentifrice est maintenant prêt, mais il manque encore une étape cruciale avant de pouvoir être conditionné. L'élimination de l'air piégé dans la formule. Ce processus est connu sous le nom de dégazage et c'est l'une des clés pour obtenir une texture parfaite. Pendant le mélange, de petites bulles d'air restent piégées dans la pâte. Si elles ne sont pas éliminées, ces bulles peuvent provoquer des incohérences, affecter l'apparence finale du produit et même réduire sa durée de conservation. Pour résoudre ce problème, le mélange passe par un système de vide industriel. À l'intérieur d'énormes cuves hermétiques, la pâte est soumise à une pression négative. À première vue, le mélange semble bouillir, mais en réalité, le vide force la sortie de l'air. Ce processus aide également à ce que la texture finale soit plus lisse, uniforme et facile à distribuer depuis le tube. Une fois le dégazage terminé, entre en action l'un des départements les plus importants de toute l'usine, le laboratoire de contrôle qualité. Ici, des techniciens spécialisés prélèvent des échantillons aléatoires de chaque lot et réalisent des tests physiques, chimiques et sensoriels. On évalue des paramètres comme la viscosité, la couleur, l'odeur, la densité et l'homogénéité. On teste même le goût pour s'assurer que l'expérience de l'utilisateur final répond aux normes. Si l'un de ces paramètres ne se trouve pas dans la plage acceptable, le lot complet est rejeté ou reformulé. Ce système de contrôle ne garantit pas seulement la sécurité du produit, mais aussi son efficacité et sa durée de vie. Ce n'est que lorsque le laboratoire approuve l'échantillon que le mélange peut avancer vers le conditionnement. Avec le mélange dégazé, inspecté et approuvé, arrive le moment de l'une des étapes les plus fascinantes de tout le processus. La création des rayures. Maintenant que le mélange est prêt et approuvé, arrive l'une des étapes les plus intrigantes du processus. Les fameuses rayures de couleur. Comment est-il possible que le rouge, le bleu ou le vert restent parfaitement séparés à l'intérieur du tube sans se mélanger avec la pâte blanche? Tout commence par un système de division. La pâte déjà raffinée est séparée dans de grandes cuves selon la couleur qui va lui être appliquée. La base blanche va d'un côté, tandis que le même mélange, auquel on a ajouté des colorants sûr et approuvé pour un usage oral, est canalisé de l'autre. Le secret pour maintenir les rayures intactes ne réside pas dans une barrière physique, mais dans la viscosité de la pâte. Chaque couleur est injectée par des buses séparées dans le même tube à travers une tête de remplissage qui permet une précision absolue. Comme la pâte est suffisamment dense, les couleurs ne se mélangent pas. Lorsque l'utilisateur presse le tube, la pression fait que les couleurs sortent en même temps dans la même direction, créant l'apparence de bande. Ce design n'est pas seulement attrayant, il remplit également une fonction émotionnelle. Les consommateurs associent les rayures à la fraîcheur, à la technologie et au nettoyage avancé. Bien que les rayures n'aient pas d'ingrédients actifs différents du reste de la pâte, elles jouent un rôle important dans la perception du produit. De plus, des études marketing ont démontré que les consommateurs préfèrent les pâtes rayées aux pâtes de couleur uniforme, même si les deux ont la même formule. En résumé, le mystère des rayures est une réalisation d'ingénierie de précision, combinée à une connaissance approfondie du comportement des fluides, de l'esthétique visuelle et de la psychologie du consommateur.
Après avoir surmonté toutes les phases de mélange, de contrôle qualité et de design final, arrive l'un des moments les plus méticuleux du processus, le conditionnement. Ici, le dentifrice Colgate est prêt à entrer dans les tubes qui arriveront dans des millions de foyers à travers le monde. Le processus commence lorsque des tubes vides, fabriqués sur une autre ligne de production, sont alignés et transportés sur des tapis mécaniques jusqu'aux stations de remplissage. Ces machines travaillent à des vitesses étonnantes, remplissant jusqu'à 180 tubes par minute avec une précision exacte de 100 grammes par unité. Il n'y a aucune marge d'erreur. La viscosité du produit permet aux bandes de rester intactes pendant le remplissage, créant cet effet visuel caractéristique. Une fois remplis, les tubes sont scellés thermiquement par chaleur contrôlée, une étape fondamentale pour garantir l'hygiène du produit, maintenir sa fraîcheur et éviter les fuites. Après le scellage, un système robotique fait pivoter les tubes pour aligner parfaitement le design graphique avant de passer sur le tapis roulant. Avant que tout l'on n'avance à l'étape suivante, des échantillons aléatoires sont prélevés pour analyse physique et visuelle. On vérifie que le contenu soit uniforme, que les rayures soient bien définies et qu'il n'y ait pas d'excès d'air. Si tout est conforme, les tubes sont regroupés en paquets de 15, puis placés dans des cartons contenant 24 unités. Ces cartons passent par un système automatisé de pesage de haute précision. Si l'un n'atteint pas le poids idéal, il est retiré immédiatement. Seuls les cartons qui répondent aux normes les plus strictes avancent vers la zone de distribution. Chaque carton est étiqueté avec des informations clés comme le lot, la date de fabrication et la destination d'expédition. De là, ils partent vers des supermarchés, des pharmacies, des magasins de proximité et des plateformes de commerce électronique dans plus de 230 pays. Ce réseau logistique mondial est l'un des plus efficaces au monde, permettant que le même tube de dentifrice Colgate arrive à une famille à Paris, un étudiant à New York ou une grand-mère en Australie. Et ainsi, ce qui a commencé comme de la poudre de roche, des ingrédients actifs et des essences aromatiques, termine son voyage comme l'un des produits de soins personnels les plus universels de la planète. Conditionné, scellé et prêt à créer des millions de sourires à travers le monde. Après avoir découvert le voyage complet du dentifrice Colgate, des roches et essences jusqu'aux tubes parfaitement rayés, il est clair qu'il n'y a rien de simple dans ce produit quotidien. Chaque tube est le résultat de science, d'ingénierie, de précision et de décennies d'innovation. Derrière l'acte routinier de se brosser les dents, il y a un processus industriel complexe qui garantit qualité, sécurité et fraîcheur à chaque application. Alors la prochaine fois que vous presserez ce tube de dentifrice, souvenez-vous, vous utilisez l'un des produits les plus raffinés de l'industrie moderne. Et maintenant, une question qui dérange vraiment se pose. Pensez-vous qu'on utilise trop de produits ultra-scientifiques pour des gestes simples que nos grands-parents faisaient plus simplement? Exprimez-vous en commentaire, on veut connaître votre avis. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Le crayon est l'un des instruments d'écriture les plus populaires jamais inventés. Dans le monde entier, on produit environ 20 milliards de crayons chaque année, utilisés pour dessiner, colorier, écrire, marquer ou esquisser des idées. Mais t'es-tu déjà demandé comment la mine de graphite est placée à l'intérieur du crayon? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment sont fabriqués les crayons de graphite et les crayons de couleur, depuis la mine de graphite jusqu'au crayon fini que tu tiens entre tes doigts. La partie intérieure des crayons, que l'on appelle les mines, est fabriquée à partir de graphite. Le graphite est une forme de carbone minéral dont l'exploitation a commencé vers 1564, lorsqu'un premier gisement fut découvert dans le nord de l'Angleterre. C'est une forme naturelle de carbone cristallin, l'un des minéraux les plus tendres qui existent. Lorsqu'on le frotte sur le papier, il libère de minuscules particules, laissant une trace sombre et uniforme. Le graphite se trouve dans plusieurs régions du monde, dans des dépôts formés par des processus géologiques qui se sont déroulés sur des millions d'années. Les crayons modernes sont apparus en 1795 grâce au chimiste français Nicolas-Jacques Conté. Il eut l'idée de mélanger de la poudre de graphite avec de l'argile et de l'eau, puis de modeler cette pâte sous forme de fins bâtonnets. Ces petites tiges furent ensuite entourées de bois, donnant naissance aux premières mines de crayons enfermées dans une gaine de bois. C'est de là que le crayon est né tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Le graphite utilisé pour les mines est extrait soit dans des carrières à ciel ouvert, soit dans des mines souterraines. C'est un minerai relativement rare, difficile à localiser, et encore plus difficile à extraire et à remonter jusqu'à la surface. Les mineurs percent la roche à l'aide d'outils spécialisés, y introduisent des explosifs pour fragmenter les blocs, ou utilisent des marteaux-piqueurs pour briser les gros morceaux et faciliter le chargement. Les fragments de minerai doivent contenir un pourcentage suffisamment élevé de graphite,
en général plus de 30%, pour que l'exploitation soit rentable. Une fois extraits, ces blocs sont acheminés vers des concasseurs et des broyeurs industriels. Là, ils sont écrasés, broyés et réduits en une poudre fine et sèche, qui devient la matière première idéale prête à être expédiée vers les usines de fabrication de crayons. Dans l'usine, les matières premières utilisées pour fabriquer les mines sont restées pratiquement les mêmes depuis 1795. Du graphite, de l'argile et un peu d'eau. Le secret réside dans les proportions. Plus on ajoute d'argile, plus la mine sera dure et claire. Plus on ajoute de graphite, plus le trait sera doux et foncé. C'est ce dosage précis qui permet d'obtenir les différentes duretés que tu vois inscrites sur les crayons, du très dur au très gras. Beaucoup de gens imaginent que les mines sont fabriquées directement à l'intérieur du crayon, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, les mines sont produites séparément, en longues tiges, puis insérées entre deux lamelles de bois. Le procédé de fabrication est donc réalisé en plusieurs étapes distinctes. Pour commencer, les fabricants versent le graphite en poudre, l'argile et l'eau dans de grandes cuves mélangeuses. La machine brasse la pâte jusqu'à obtenir une consistance homogène. Cette préparation est ensuite laissée au repos pendant environ 1h30. Ce temps de repos permet à l'eau de se répartir uniformément, de bien hydrater l'argile et de rendre le mélange parfaitement lisse. Pour les crayons de couleur, le principe est similaire, mais on ajoute des pigments colorés et un liant spécifique à la place d'une grande partie du graphite. Ce liant peut être à base de cire ou de résine, ce qui donne à la mine sa texture plus crémeuse et sa couleur vive. Une fois le mélange prêt, il est transféré dans une machine d'extrusion. Cette extrudeuse comprime la pâte sous une pression pouvant atteindre près de 10 tonnes à travers une filière en forme d'entonnoir. En sorte de longues tiges fines, parfaitement cylindriques, qui deviendront les futures mines. À ce stade, elles ressemblent déjà à des mines de crayon, mais sont encore très souples et fragiles. Pour les durcir, on commence par les sécher dans un four à environ 120 degrés Celsius pendant près de 3 heures. Cela permet d'éliminer l'excès d'humidité. Ensuite, dans le cas des mines de graphite, elles subissent une cuisson supplémentaire bien plus intense. Elles sont portées à presque 1000 degrés Celsius pendant une quarantaine de minutes. Ce traitement thermique transforme leur structure interne, les rendant dures et cassantes, ce qui garantit un trait net et précis. Les mines de couleur, elles, ne peuvent pas supporter une telle température, car la chaleur détruirait les pigments et le liant. Elles ne passent donc que par un séchage doux. Une fois cuites, les mines de graphite sont plongées dans un bain de cire. Cette cire enrobe la surface, comble les pores et rend la mine plus lisse et plus résistante. Plus il y a de cire, plus la mine glisse facilement sur le papier, et plus le trait peut paraître foncé et régulier. L'excédent de cire est retiré dans une machine centrifuge qui tourne à grande vitesse. À la sortie, les mines présentent une surface satinée et sont prêtes à être enfermées dans le bois. Vient alors la phase d'assemblage bois plus mine. Pour cette étape, il faut choisir un bois à la fois tendre, pour être facilement usiné, et suffisamment solide pour ne pas se fendre ni se tordre pendant l'utilisation. Le bois de cèdre est considéré comme idéal. Il est léger, se taille bien et diffuse une odeur agréable. Les planchettes de bois utilisées pour les crayons ont généralement une forme rectangulaire d'environ 18 cm de long, 7 cm de large et 5 mm d'épaisseur. Elles sont d'abord passées dans une machine qui fraise des rainures parallèles sur toute leur longueur. Ces petites gorges accueilleront les mines. Une colle spéciale est ensuite déposée au fond de chaque rainure. Cette colle n'a pas seulement un rôle d'adhérence. Elle maintient aussi la mine bien centrée pour éviter qu'elle ne se décale lorsque le crayon sera taillé. Une roue métallique ou un dispositif automatique place ensuite les mines une à une dans chaque rainure. Une deuxième planchette, identique à la première, est posée par-dessus. On obtient alors ce que les fabricants appellent un sandwich, deux lames de bois bien alignées, avec une rangée de mines prises en sandwich au milieu. Ces sandwichs sont placés dans des presses et laissés à sécher pendant environ 1 heure. Sous la pression, la colle se répartit uniformément et les deux planchettes se soudent parfaitement l'une à l'autre. Au terme de ce procédé, on obtient un bloc de bois qui semble n'être qu'une seule pièce, mais qui contient déjà plusieurs mines parfaitement positionnées à l'intérieur. L'étape suivante consiste à transformer ces blocs en crayons individuels. Les sandwichs passent dans des machines de fraisage automatique qui découpent le bois selon la forme finale du crayon, hexagonale, ronde ou triangulaire, selon le modèle souhaité. Les lames découpent le bloc en bandes, puis chaque bande en crayon distinct, en suivant précisément l'axe des mines. En fonction de la taille et du modèle, un seul bloc de bois peut ainsi donner naissance à une dizaine de crayons. Les crayons bruts ainsi obtenus sont encore à l'état naturel, avec le bois nu et la mine apparente à chaque extrémité. Ils passent alors par une étape de préparation, inspection, léger ponçage, élimination des petites aspérités.
L'objectif est d'obtenir une surface parfaitement lisse, prête à recevoir la peinture. Les grandes marques utilisent des peintures à base d'eau. Elles sont moins nocives pour l'environnement, sèchent rapidement et ne dégagent pas de solvants toxiques, ce qui les rend plus sûres pour un usage scolaire. Les crayons sont souvent peints grâce à des systèmes d'immersion ou de pulvérisation qui assurent un revêtement uniforme sur toute la longueur. La peinture est appliquée en plusieurs couches très fines. Selon la qualité et le type de crayon, on peut superposer de 2 à 8 couches, jusqu'à obtenir une couleur bien opaque, résistante et brillante. Une ou plusieurs couches de vernis transparent sont ensuite ajoutées. Ce vernis donne au crayon son aspect brillant, sa surface douce au toucher, et protège la peinture contre les rayures, les chocs et l'usure. Après la peinture et le vernissage, les crayons passent dans des machines de marquage. Ces machines impriment le logo de la marque, des informations comme le numéro de modèle, la couleur pour les crayons de couleur ou la dureté, HB, 2B, H, etc. pour les crayons de graphite. L'extrémité arrière peut être trempée dans une autre couleur de peinture, soit pour des raisons esthétiques, soit pour distinguer certaines gammes, soit pour offrir une protection supplémentaire au bois. Dans les dernières étapes, les crayons sont taillés en pointe. Des machines équipées de bandes abrasives rotatives affûtent des milliers de crayons beaucoup plus vite que n'importe quelle taille-crayon manuelle. Elles façonnent à la fois le bois et la mine pour obtenir une pointe régulière et bien centrée. Des contrôleurs vérifient ensuite visuellement la qualité des pointes, s'assurant qu'elles ne sont ni trop fragiles, ni cassées, ni excentrées. Sur certains modèles de crayons de graphite, on ajoute encore une petite gomme à l'extrémité opposée à la pointe. Une bague métallique sert alors de liaison entre le corps du crayon et la gomme, sertie mécaniquement pour la maintenir fermement en place. Enfin, les crayons sont triés, comptés et emballés en boîte ou en étui, puis conditionnés dans des cartons prêts à être expédiés aux écoles, bureaux, magasins de loisirs créatifs et papeteries du monde entier. C'est ainsi que, chaque année, plus de 20 milliards de crayons sont fabriqués et distribués sur toute la planète. D'après vous, un crayon industriel est-il aussi noble qu'un crayon fabriqué de manière artisanale, ou pensez-vous que la machine n'égalera jamais la main humaine? Réagissez en commentaire. Votre avis nous intéresse vraiment. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.